France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF. C'est vendredi, c'est la dernière de la semaine jusqu'à 18h avec nos deux débatteurs du vendredi que sont Morad Goual. Comment ça va Morad ? Très bien Christophe, merci. Bon, et Tarek Mami aussi qui est de la partie très aujourd'hui. Bien, ça devient un rendez-vous hebdomadaire fixe entre Morad et moi ou avec Morad et moi, je sais pas. C'est entre ou contre ou avec. En tout cas, c'est selon. Vendredi, c'est selon, oui, c'est vendredi. Ouais. C'est vendredi. Et les statistiques médiamétriques nous font savoir que c'est l'émission préférée de la semaine. Ah bah ça va vexer beaucoup. C'est la plus écoutée. Ah bah ça va vexer beaucoup. Hein. Ah, c'est une vérité, il faut le dire. Hein. La vérité de Morad. Jusqu'à 18h, c'est parti messieurs, avec un programme extrêmement chargé. Voici le sommaire. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, procès Mera terminé. Le grand frère de l'auteur des tueries de Toulouse est condamné à 20 ans de prison. Nous y reviendrons avec notamment une avocate des parties civiles, Samia Maknouf, qui sera avec nous. Déclaration Balfour, la violence du texte, signée le 2 novembre 1917. Cette déclaration était une lettre du ministre des Affaires étrangères britannique, Lord Balfour. Nous reviendrons également et prendrons connaissance avec une lettre quelques années plus tôt, signée Napoléon, qui va dans le même sens. Suite aux accusations de viol contre Tariq Ramadan sur la demande faite aux musulmans de rompre le silence et le lien fait entre l'islam et cette affaire Tariq Ramadan, l'islam présumé coupable, nous y reviendrons. La question LGF, Fillon est persuadé d'avoir été victime d'un complot. S'il n'y avait pas eu l'affaire Pénélope, je serais à l'Elysée, a-t-il déclaré. Qu'en pensez-vous ? Votre commentaire nous intéresse sur la page Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel Libertad. Vous avez la parole, alors prenez-la au 01 40 33 9000. Et puis nous passerons un coup de fil à 17h à Nabil, patron de Aldiscount, qui a rencontré les propriétaires du local qu'il occupe actuellement à Villepinte, HSBC, et vous découvrirez ce qui s'est passé. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 LGF, le grand forum jusqu'à 18h avec nos deux débatteurs du vendredi, Tarek Mami et Morad Goual qui sont avec nous aujourd'hui. Bon, on va passer sur la prestation lamentable de votre équipe, Morad. Ouais, s'il te plaît, ouais. Et on va surtout passer on va passer évidemment sur le mauvais geste de votre joueur Patrice Evra qui s'est fait encore remarquer hier. Oh, techniquement, je pense que le geste il est parfait. C'est sur un point de vue art martial. Sur un point de vue art martial, on peut pas lui reprocher d'erreur. Mais il paraît qu'il a un cousin judoka au karatéka ou quelque chose comme ça. Mais... Non, mais c'est ce qui a été dit aujourd'hui dans une partie de la presse. C'est vrai que je m'y attendais pas à celle-là. Il est en fin de carrière. Je crois qu'il a fait une saison de trop. Les supporters marseillais ne l'ont jamais intégré, ne l'ont jamais adopté. Qui s'en aille, voilà, qui s'en aille. Non, mais en plus, avec tout ce qu'il a fait, lui, en Afrique du Sud. Oui, en plus, oui. Et tout le monde a payé. Et lui, je sais pas si son père est ambassadeur ou président de la République quelque part ou quoi. Il a passé entre les gouttes. Il aurait dû se cacher jusqu'à la fin des jours. Puis sa place, il ne l'a plus. Oui. Non, mais je parle, y compris ça. Il s'appelle Amavi, qui est très très fort et qui est un jeune en devenir. Et je trouve que Rudy Garcia a raison de le laisser. En tout cas, si j'ai bien compris, j'allais dire contre les milliards versés par les Qatar, les Marseillais vont faire une bonne affaire parce qu'ils vont pouvoir le virer sans lui donner un centime et en arrêtant et salaire et tout ce qui était prévu dans le contrat, et c'est à lui d'aller éventuellement au tribunal. Bon, il dira en plus, hein, oui, je pense que... mais bon. Oui, après on verra, parce qu'ils avaient l'air un peu gênés quand même les dirigeants hier soir. Non, ça y est, non, aujourd'hui ils sont sortis du bois en disant clairement que quelles que soient les insultes qu'on reçoit, quand on devient un homme public, ça fait partie de la surtout, c'est la première fois qu'un supporter... Ça rappelle l'histoire Cantona. Ah ouais. Oui, mais quand on a, c'est pas pareil. Oui. Quand on a, en plus, même quand on regarde les images, quand on a, c'est un artiste par rapport à celui-là. Il y a eu un précédent. C'est de mon histoire que je connais. Il y a eu Jamel Belmadi qui avait lancé un crampon une fois et qui avait blessé un petit garçon de 7 ans. Mais bon, Jamel avait mis un coup de colère parce qu'il avait mouillé le maillot, on avait perdu, ça l'avait agacé. Mais derrière, il avait... justifie pas. Non, mais il avait été pris à partie lui aussi. Et bon, après, il s'est excusé. Il y a eu tout un travail qui a été fait auprès de l'enfant et il s'est rentré dans l'ordre. Mais je pense que Evra, personne n'y pardonnera parce que plus personne en veut. Ouais, c'est dommage de terminer sa carrière sur un truc comme ça. Parce que I love his game, comme il dit. Non, mais parce que c'est comme dans les affaires de tribunaux et des prisons. Celui-là, il a eu un rappel de vie, une deuxième vie. Il aurait dû disparaître après l'Afrique du Sud, comme tout le monde. Non, mais en fait, ils l'ont pris pour ce qu'il pouvait apporter dans le vestiaire, paraît-il. Mais même ça a pas pris, quoi. Bon, alors direct, la question du jour, je vous la pose. D'après François Fillon, il dit qu'il a été victime d'un complot et que s'il n'y avait pas eu l'affaire Pénélope, il serait à l'Elysée. Qu'en pensez-vous ? On vous demande votre commentaire sur la page Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Alors Fillon, s'il n'y avait pas eu l'affaire
Pénélope et les costumes et que pour moi, je dis que c'est un coup, ouais. non, mais pour moi, est-ce qu'il y a eu complot? Non, pour moi, il y a deux choses. Sans l'affaire, et non pas sur le complot, parce qu'il s'agit pas de complot. Non, mais c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Non, mais sans l'affaire, il aurait été président. D'ailleurs, on gardera de cette campagne une très belle phrase pour les écrivains et les historiens dans 3 siècles. C'est une élection imperdable qui est devenue une élection ingagnable. C'est ça. Et puis il y a eu un sondage qui a été fait il y a 15 jours, qui un an jour pour jour après l'élection de Macron ils ont re-questionné des électeurs potentiels, et tous les candidats ont gardé à un point près, en plus ou en moins, leur score des élections présidentielles. Hamon a même gagné un demi-point. Par contre, Fillon perdait 5 points un an après, et ces 5 points on les retrouvait chez Emmanuel Macron. Une année après. Une année, jour pour jour. Quand est-ce qu'il a été élu, Macron? Au mois de mai. De quelle année? 2017. Non, pardon, non, pas. Non. Suivez le mouvement, hein? Non, pardon, non. Non, c'était un an, non. C'était 6 mois après. 6 mois après, voilà, pardon. Parce que non, moi je veux bien, là, déjà, j'ai rien d'autre passé de Macron, là. D'où l'intérêt du duo Tarek. Vous êtes tellement habitué au macronisme, ça y est, hein, c'est fini. Non, mais en tout cas, c'était un sondage très intéressant parce qu'on voyait que les corps et vous êtes comme Mélenchon, vous avez abdiqué, ça y est. Là, ça s'adresse à qui, ça? Voilà, c'est nous deux ou c'est vous deux? Non, ça s'adresse à tous ceux qui suivent Mélenchon de très près. Pour le coup, Mélenchon, il est mal, là. Il a abdiqué, Mélenchon? Oui, il a abdiqué, ouais. Il a abdiqué. Il a admis que Macron avait le point pour l'instant. Est-ce qui a obligé M. Christophe Roux d'abdiquer aussi? Non, moi je fais mon travail, je n'affiche pas la couleur. Moi, je reconnais, pourtant c'est pas ma tasse de thé, je reconnais que les parlementaires d'Insoumis, ils jouent le rôle. Et c'est bien pour la démocratie. Mais vous savez, ce que j'avais prévu est en train d'arriver. Il y a une petite guerre qui est en train de se faire au sein des Insoumis. Mélenchon arrive, commence à être agacé par Garrido. Et je pense qu'il va pas tarder d'être agacé aussi par Corbière. Et on sent que la guerre des égos est déclenchée. Ça je voulais annoncer avant même la campagne. Et l'histoire du logement, ils le rendent quand alors, ce fameux HLM? Ça y est, ils l'ont rendu. Ben non. Bah si, ça y est. Non, ils avaient pas, jusqu'à la semaine prochaine, ils ont encore été relancés par la commission de... Il me semble que ça a été réglé, à vérifier. Pas du tout, non. Jusqu'à la semaine dernière, non. Ils ont encore été relancés, on leur a dit de le libérer. Alors c'est ça qui est rigolo, c'est que en fait, il n'y a pas de date, sous les plus brefs délais. Ce qui veut rien dire. Bon, alors complot ou pas complot, Tarek? Pour moi, il n'y a pas eu de complot. Oh, oui. Non, il n'y a pas eu de complot, dans le sens où, en se lançant dans cette campagne, je ne veux pas citer le grand proverbe africain qui parle des singes qui grimpent en haut des arbres, mais si vous voulez, ces gens-là, lui et les autres, ils pensent qu'ils sont tellement intouchables à un certain moment de l'histoire qu'ils ne font plus attention à leur vie, privée. Il n'y a pas de complot, mais par contre, il y a dénonciation, non pas calomnieuse, mais dénonciation cachée. Et pour moi, c'est une affaire qui sort... Non, elle n'a pas été cachée, parce que l'avocat, je me rappelle... Non, mais qui a vendu la mèche le premier? Ah non, c'est l'avocat. Il a expliqué dans un reportage. L'avocat, comment il s'appelle? C'est pas grave, mais c'est un entremetteur. Il a expliqué. Il a dit que... Ah oui, d'accord, vous parlez de l'avocat libanais. Voilà à qui a offert les costumes. Oui, tout à fait. Oui. Il a dit que François Fillon, avant d'être le probable candidat des Républicains à la présidentielle, était quelqu'un de très disponible, d'avenant, c'était même des amis, ils partaient ensemble et tout. Et puis le jour où il a été intronisé et que les sondages le donnaient gagnant à perte de vue, Fillon est devenu le contraire de ce qu'il était. Il ne parlait à plus personne, il ne répondait plus aux messages. Donc c'est pas un complot, c'est une dénonciation, vengeance. Non, le complot n'intègre pas que ça. Le complot intègre aussi l'histoire des indemnités parlementaires de ses enfants. Oui, mais c'est pas un complot. Voilà. Mais lui, il a clairement dit qu'il a balancé volontairement l'histoire des costumes. Tout à fait. Voilà, donc. Oui, c'est pas un complot, c'est une dénonciation qui n'est pas calomnieuse. Mais qui rejoint un complot qui a été organisé. C'est-à-dire que même les complotistes ne peuvent pas avoir une. C'est quoi un complot? C'est monter une opération qui n'existe pas. Attends, je vais vous poser la question autrement. Ouais. Qui avait intérêt à ce que François Fillon Sarkozy. Sarkozy. Non, attendez. Il n'y a pas Sarkozy. Il n'y a pas que Sarkozy. Une fois que le candidat était désigné, etc. Il y avait intérêt à mettre François Fillon par terre. Sarkozy. La gauche et les sarkozystes. Oui, surtout les sarkozystes. Et Emmanuel Macron, il n'avait pas intérêt, lui? Pas du tout. Non. Ça vient. Non, je pose la question. Non, à mon sens, ça vient à la fois des sarkozystes qui n'ont pas admis que le numéro 2 pâle battre le numéro 1 à flamboyant. Et puis les socialistes. Et les socialistes aussi, parce qu'ils ont accès à des documents que les autres n'ont pas. Dernière chose, c'est que si vous voulez, les sarkozystes voulaient de Sarkozy candidat et espérer en élection pour lui accorder encore les 5 ans
Donc de protection judiciaire de la présidence. Et puis ils ont pas réussi à mettre en avant le candidat choisi par Sarkozy, François Baron, et pourtant tout était prêt, hein, le site, tout était prêt. Alors, par contre, je passe du coq à l'âne, mais la semaine dernière, tu avais parlé on avait commencé à aborder le sujet des licenciements au Parti Socialiste. Oui. Et ça se complique. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, le Parti Socialiste, il avait toujours sous le coude des structures plus ou moins associatives ou para-administratives qui permettaient de reclasser et les élus et les personnels. De l'AFPA, voilà. Et sur Marseille notamment, il y avait une structure qui s'appelle l'IFAC, qui était l'antenne de réembauche de tout ce qui était de tous les socialistes qui perdaient leur mandat ou leur fonction. Et cette structure aujourd'hui elle est au bord de la faillite. Malgré un audit en 2015 qui commençait à pointer du doigt les erreurs de gestion, aujourd'hui elle est aux portes du dépôt de bilan. Et dans cette structure, il n'y a pas que des socialistes reclassés, il y a aussi des gens qui travaillaient, des pères de famille, des mères de famille, et c'est catastrophique parce qu'on parle de plus de 150 emplois quand même. Sans compter les gens qui sont touchés par l'action de cette structure. Question subsidiaire. Que devient Madame Andrieux à Marseille? Je sais pas. Je sais que la vice-présidente de la région, ce monsieur Vauzel, a été embauché par l'AFPA en tant que je sais pas quoi. Mais bon. Conseiller. Alors, sachant que la vice-présidente de monsieur Vauzel, avant que monsieur Estrosi soit président, elle avait la délégation de la formation professionnelle, c'est-à-dire que elle est partie se reclasser chez les gens à qui elle donnait des marchés. Ça s'appelle un conflit d'intérêts, je crois. Bon, on va quitter Marseille parce que Marseille n'étant pas la France. On répète assez souvent. On va se renseigner sur Madame Andrieux, c'est important. Ouais, oui. Parce pourquoi elle est députée encore, non? Non. Elle est interdite de politique pendant 5 ans. Bon, voilà. Pourquoi cette question? Non, elle a fait appel, c'est suspensif. Elle a tout fait. Elle est arrivée à la Cour de cassation. Donc là, il faut qu'elle reste tranquille de politique pendant 5 ans. On verra après. Non, mais je pose la question parce que comme on parlait de Monsieur Fillon a été embauché par Madame Anne Millot. Ouais. Donc, Madame Communication en France, ouais. Bah, elle n'a pas été embauchée dans sa boîte à elle, mais c'est elle qui a été intermédiaire pour le reclasser quelque part. Donc, comme quoi Alors, Sylvain Drieux, les dernières nouvelles que j'avais d'elle, c'est qu'elle avait positionné contre l'avis des militants, contre l'avis du parti, elle avait positionné pour lui hériter une candidate anonyme qui s'appelle Stéphanie Di Marino. Qui a juste le privilège d'être la concubine ou l'amante d'un élu local aussi. Bah c'est une qualité ça. Et qui était guériniste, qui a été galliste, qui est plus galliste, qui est Macron, on sait plus où il est lui. Et donc elle avait positionné cette demoiselle à sa place contre l'avis de tous. Alors que c'était la candidate qui a rejoint Mélenchon ensuite, comme elle s'appelle, la Comorienne, aidez-moi. Obono, c'est sur Paris. Non, dans le 13-14. Oui, tout à fait. Oui. C'est elle qui devait qui devait prendre le flambeau de Sylvain Drieux. Sylvain Drieux l'a écarté au profit de Madame Di Marino. Et la suite, on la connaît. Oui, les affaires marseillaises, quoi, voilà, en fait, pour faire simple. Et le port n'est plus bouché depuis la semaine dernière. Voilà. Heureusement, ils ont chopé la baleine. Mais tu sais, Christophe, de s'intéresser, de faire une émission, ne serait-ce que sur le tricotage politicien qu'il y a à Marseille, tu n'en reviendrais pas. Oui. Mais qui on aurait comme invité en dehors de M. Mourad Goual? On peut solliciter tous les élus. Après, je sais pas s'ils auraient le courage de parler. Par exemple, là, on apprend que... On peut les prendre de façon anonyme. Renaud Muselier va devenir le futur président de l'association des présidents de région de France. Enfin, le mec, il a quand même 7 ou 8 cliniques à gérer. Il est président d'une région. Il est ci, il est là. Enfin, je sais pas comment ils font pour se démultiplier. Ça s'appelle le cumul des mandats? Ou l'ubiquité. Oui, mais ça rentre pas parce que c'est le cumul de fonctions. Oui. Ça rentre pas en compte. Oui. Alors, faut qu'on avance parce que l'actualité depuis hier soir, évidemment, vous l'avez suivi. Après 5 semaines de procès, Abdelkader Mera a été condamné hier à 20 ans de réclusion. Son co-accusé, Feta Malki, a 14 ans. Moins de 24 heures après le verdict prononcé par la cour d'assises de Paris, le parquet général a décidé donc de faire appel, renvoyant Abdelkader Mera et Feta Malki face à la justice. Pourquoi ce recours? La cour d'assises spéciale, composée de juges professionnels. Justement, le parquet estime que la cour d'assises spéciale n'a pas tiré toutes les conclusions juridiques des faits qui lui étaient soumis. Et en cela, il rejoint l'avis de nombreuses familles de victimes exprimées hier soir, car si Abdelkader Mera a bien été condamné pour association de malfaiteurs terroristes, il a en revanche été acquitté pour complicité d'assassinat. Or, c'est ce chef d'accusation qui est le plus répréhensible aux yeux de la loi. Il peut être puni par la réclusion criminelle à perpétuité.
En faisant donc appel, le ministère public souhaite donc que la justice se penche de nouveau sur cette accusation et attend certainement qu'une peine plus lourde soit prononcée. L'avocate générale Naïma Boutloff, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, à la suite de son réquisitoire, il y a 4 jours, avait déjà tenté de démontrer la culpabilité d'Abdelkader Mera pour complicité d'assassinat. Mais faute de preuves, les jurés avaient acquitté l'accusé au bénéfice du doute. En appel donc, c'est une cour d'assises composée de 9 magistrats, tous différents de ceux qui ont siégé en première instance, qui jugera l'affaire. Mais l'avocat général, celui qui requiert la peine, lui, peut rester le même qu'en première instance. Pour information, Naïma Boutloff avait demandé la réclusion criminelle à perpétuité pour Abdelkader Mera et 22 ans pour Feta Malki. Voilà ce que l'on pouvait dire clairement sur l'aspect juridique. Vous avez quelque chose à rajouter, Tarek, là-dessus? Et comment? En fait, aujourd'hui, en France, je ne parle pas de Mera. Je parle de la loi. Ouais. Il y a eu une incrimination criminelle qui s'appelle association de malfaiteurs, qui en fait permet de ratisser l'arche. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été en rapport avec un délinquant, qu'il soit d'ailleurs terroriste ou braqueur de banque, on trouve son nom dans l'agenda, on trouve des choses, on trouve des rapprochements. Par exemple, l'attaque de la banque va avoir lieu à 17h et le principal inculpé va déjeuner à midi avec 5 personnes, dont 2 sont des copains et qui ne sont pas dans la combine, et à 14h ils se séparent. Cette qualification de malfaiteur pourrait permettre d'inclure ces 2 personnes dans le procès. Et à l'encontre de Abdelkader Mera, donc il y avait 2 choses. Il y avait la complicité et il y avait donc l'association de malfaiteurs et la compensation d'assassinat. Et dès le départ, beaucoup d'avocats ont dit la complicité et de l'autre côté de l'association de malfaiteurs. C'est pas la même chose. Compensation, tu as dit. Excusez-moi, oui. La complicité dans l'assassinat terroriste et l'association de malfaiteurs. Et dès le départ, beaucoup d'avocats, l'avocat d'Abdelkader Mera, le premier, il a dit on ne pourra difficilement prouver qu'il y a eu complicité d'assassinat terroriste. Tout à fait. Alors que pour les familles, Mohamed ne pouvait pas faire rien sans son frère Abdelkader. Et c'est une notion juridique très très importante, cher Morad, cher Christophe, chers auditeurs, chères auditrices. C'est-à-dire que quand on fréquente quelqu'un qui fait des actes de délinquance, est-ce que le fait de le connaître suffit à dire qu'il était complice avec lui dans le meurtre? Ou est-ce qu'il faut trouver ce qu'on appelle des preuves matérielles minimales? Donc les preuves n'ont pas été trouvées. Bien que les frères se sont parlé, mais dans tout ce qui a été enregistré, il n'y avait pas il n'y a pas un enregistrement, il n'y a pas des choses dans lesquelles on termine. C'est le rapport de cause à effet qui est pas matérialisé. Non, mais et il faut qu'ils lui disent, ok, maintenant je vais aller attaquer la banque. Et là, ces phrases-là n'existent pas. Et donc, c'est vraiment la bataille juridique qu'on aura tout à l'heure, Madame Maître Samia Maktouf, et on lui donnera exactement la même question, Christophe. Explique-nous la différence entre cette association de malfaiteurs et cette complicité de meurtre, et est-ce que le lien, il est plutôt juridique, comme ils prétendent eux, ou est-ce qu'il est plutôt moral et politique? Et c'est pour ça qu'on n'accepte pas. Alors bon, pardon, on va juste écouter la réaction hier soir à l'issue de ce verdict rendu. L'avocat d'Abdelkader Mera, Éric Dupond-Moretti, qui est devenu d'ailleurs la risée des réseaux sociaux depuis ce procès, finalement. Ça dépend de quel Il côté. a découvert ce que peut amener parfois les réseaux sociaux. Il s'est d'ailleurs un petit peu fâché ce matin sur France Inter avec Demorand et quelques auditeurs. D'ailleurs, il a d'ailleurs dit qu'il avait touché 12 000 euros pour le coup, dont 2 000 euros pour la TVA et pour payer vos routes. Il faudrait qu'on sache combien les autres ils ont touché. Pour des assises, c'est gratuit, quoi. Et 5 ans de procédure. Non, mais en plus c'est gratuit. Ça fait alors pour les assises, il a dit que la famille était ruinée, qu'il a rien pris. Exactement, c'est vrai. Bon. Dupond-Moretti, première réaction hier, écoutez. En acquittant Abdelkader Mera du crime de complicité d'assassinat, la cour d'assises a rappelé que même dans les affaires de terrorisme les plus graves, la preuve et la règle de droit n'étaient pas reléguées au rang d'accessoire. J'ai une pensée pour le désarroi et le chagrin des victimes, injustement confrontés à un faux coupable que l'on a fabriqué pour étancher leur soif de justice. Je craignais, et je l'ai exprimé, que cette association de malfaiteurs soit en quelque sorte une session de rattrapage. Nous allons envisager avec notre client l'appel ou non, et nous devons, vous le comprendrez, en discuter avec lui.
Voilà, Dupond-Moretti, Éric Dupond-Moretti, donc l'avocat d'Abdelkader Mera. Première réaction pour les petites infos. Si vous avez vu les images un petit peu, il a dû, c'était très tendu puisqu'il était hué, etc. Il s'est un peu énervé, puis après, bon, il a parlé plus tranquillement. Il faut remettre les conditions dans lesquelles s'est déroulé ce procès. Il y a eu une pression énorme de la part des médias, du lobby juif à travers le CRIF et à travers les médias. BFM TV a été l'antichambre de ce procès, de manière d'ailleurs très impartiale, mais ça surprend très peu les gens qui nous écoutent, j'en doute pas. Mais l'acquittement, c'était quelque chose qui était évident parce que c'est du droit. Quand on pense attendez, quand vous dites acquittement, attention, acquittement sur partiel, hein. Oui, et puis sur un chef d'accusation. Oui, mais c'est un acquittement quand même, et c'est un acquittement qui va se transformer. Non, parce qu'il faut être précis. Non, oui, tout à fait. Mais pourquoi il était attendu? Parce que dans une première instance, on est toujours sur du droit objectif, donc on traduit le droit et rien d'autre. Par contre, en appel, c'est sûr qu'ils vont se faire mal au dos, parce que là, on ira sur du droit subjectif et on intégrera et les sentiments et l'émotion et les candidatures. Je partage pas cette vision. Pour moi, le procès le plus difficile à passer, c'est la première instance. Oui, mais parce que c'est objectif. Non, parce que l'émotion est encore présente. Mais elle est proche. Mais quand on va du droit. Mais attendez, mais quand on passe dans 2 ans, ça sera 7 ans, il y aura moins de pression. Il y en aura toujours autant. Oui, pas autant que par la nature des victimes. Oui, mais vous avez ça, et après il restera quand même la Cour de cassation et autre chose. En clair, aujourd'hui, dans la situation juridique actuelle, la peine en elle-même changera pas grand-chose, 20 ans, puisque la loi de perpétuité et de 30 ans ne s'appliquera pas à ce cas-là, et restera après politiquement. Est-ce que les parents qui ont beaucoup souffert obtiendront ce qu'ils considéreront obtiendront ce qu'ils considèrent comme la juste réparation de la peine subie? C'est quoi la juste réparation? On peut pas l'estimer, quand vous entendez Madame Benziatane qui dit il faut qu'ils pourrissent dans les prisons, bon. Justement, puisque vous en parlez, c'est la souffrance. Par contre, saluons ces juges, les magistrats qui ont siégé, parce que ils ont vraiment fait honneur à la justice, parce qu'ils ont supporté une pression énorme et ils n'ont rendu que la justice et rien d'autre. Et ça, c'est à signaler, quoi. Justement, vous en parliez, Tarek, Latifa Benziatane, la mère de la première victime du tueur au scooter. Le premier, c'était un autre soldat à côté d'un distributeur de billets, le pauvre, qui est aujourd'hui survivant mais malade dans une chambre paraplégique, et dont on n'a pas parlé autant que les autres. Latifa Benziatane, sa première réaction hier soir. Je pense que on n'a pas été jusqu'au bout. Voilà. J'avais une confiance. Je garderai cette confiance. Je vais pas la perdre parce que je dois rester debout. Mon fils, il est mort debout. Il n'est pas mort pour rien. Alors je resterai pour lui, pour toute cette jeunesse qui est perdue aujourd'hui. Voilà, Latifa Benziatane hier soir, l'émotion. Non mais autant on comprend l'émotion des parents et on ne souhaite à personne d'avoir à subir ce que cette personne a subi, c'est normal. Mais autant on ne demande pas aux victimes d'avoir les sentiments et la raison quand c'est l'émotion qui le prime. Par contre, ce qu'on peut reprocher, c'est à certains avocats avec S à la fin, de continuer à jouer sur l'émotion alors que c'est leur rôle de ramener au droit et la raison. D'autant que cette dame à son corps défendant, elle a quand même été baladée par des associations plus ou moins intéressées par ce qui s'était passé. Oui. Et du coup, elle est un peu conditionnée à avoir cette rancœur et cette hargne à travers le verdict qui a été rendu. Alors, ce procès effectivement a été ultra médiatisé, une pression terrible que vous soulignez. BFM-tisé. Non, on ne peut pas dire ça, cher Mourad, parce que j'allais dire chaque média est libre en France d'avoir sa ligne de déontologie et de défense. Et personne n'oblige personne à regarder. C'est un grand mot, la déontologie en télévision, ça n'existe pas. Ça, si. Vous avez la déontologie de France Info. C'est une charte propre aux journalistes qui n'existe, qui n'est opposable à aucun journaliste. Si. D'abord, il y a une charte pour le journaliste, cher Mourad. Oui. Ensuite, dans chaque média, il y a la charte interne. Et c'est pour ça que ce que vous voyez comme genre d'info
à BFM est différent de France 24. Ah ben tant mieux. Non mais attendez, est différent d'LCI, est différent de France Info. Donc personne ne vous oblige, ni vous et moi, pour voir telle et telle chaîne. Moi, j'ai pas regardé BFM TV, mais malheureusement, ça s'impose à nous. Mais quand tu vois ça s'impose pas à nous, c'est un choix. Non, mais ça s'impose à nous parce qu'à travers les médias que l'on peut ouvrir en dehors de la télévision, on nous ramène toujours à des images de BFM TV. C'est comme ça, c'est aussi. Ils font le boulot. Mais quand tu vois que voilà, c'est clair. Ils font le boulot. Il faut que d'autres fassent. Aux autres de faire la même chose. Ah ouais, mais nous les Qataris préfèrent investir dans une chaîne de télévision pour le foot plutôt que pour l'information. Après, chacun son créneau, c'est certain. Mais quand tu vois qu'à chaque événement, ils ont leur propre expert. C'est quoi le rapport avec les Qataris là? Je comprends pas bien. Non, mais c'est-à-dire que les gens, les hommes d'affaires français de confessions différentes font des choix d'investissement. Oui, font des choix différents. Le Qatar n'a rien à faire là-dedans. Non, mais le Qatar, il aurait pu faire une chaîne de télé. Mais il a fait ce qu'il veut en même temps. Bah oui. Il est libre. Au même titre que l'IPFM TV, au même titre que les autres chaînes. Oui, tout. Sauf que Drahi, il a même pas investi d'argent. C'est notre argent qui a financé ça. Non, mais c'est pas notre argent, c'est l'argent des boursiers et tout ça. Mais c'est des choix. Mais je veux dire, moi, je n'aime pas qu'on se concentre. On n'a pas ici à France Maghreb 2 un ennemi ou un adversaire qui s'appelle X ou Y. Non, mais il y a plusieurs constats. Donc, je vous dirais, cher Mourad, que vous avez la fainéantise de monter le bouton puisque vous arrêtez à la chaîne 17, comme beaucoup d'autres. Non, mais vous pouvez monter à la 18 ou CNews. Vous pouvez monter à la 26. C'est ce que je fais moi tous les jours. Le Burkini, on en a parlé pendant 26 mois, ou sur BFM TV. L'islam, on en parle partout, faut lire la presse. Vous faites une focalisation. Je fais pas une alors attends, c'est la société française qui fait une focalisation. C'est son problème, la société française, personne l'oblige de regarder. Si tu regardes les vidéos qui sont extraites de chez BFM TV. Ils font le boulot. Non, mais ils font pas le boulot. Ils font le boulot. Ils donnent à manger à des sites qui, eux, font le boulot. Oui. Parce que quand tu vois que les post-laïcs, quand tu vois que certains groupuscules d'extrême droite s'abreuvent de vidéos produits, de reportages produits par BFM TV, ils font pas le boulot. Et puis n'oublie pas, Mourad, une chose, c'est qu'il y a des journaux qui sont dans de mauvaises postures, tels que Marianne par exemple, qui profitent de l'affaire Tariq Ramadan pour essayer de se relancer. Voilà. Ils appartiennent au même groupe. Bah oui, mais d'accord, mais là il est au bord de la faillite, Marianne. Ouais, mais voilà. Alors pour Mera, donc ce procès, je le disais tout à l'heure, a été ultra médiatisé, on peut le comprendre évidemment, ça avait suscité beaucoup d'émotions. Est-ce que quand donc l'avocat d'Abdelkader Mera déclare, on a voulu fabriquer un faux coupable, et il déclare aussi que eh bien finalement la société française, au travers de ce qui s'est passé, a changé. Or, selon lui, évidemment, toute cette haine qui se propage sur les réseaux sociaux et ce que l'on peut entendre, selon Moretti, finalement le terrorisme a gagné parce que, si vous voulez, on a quelque peu changé un petit peu nos discours. On a la haine a pris la place sur la raison, j'ai envie de dire. Oui. Et finalement, quelque part, il dit le terrorisme a gagné. Non, mais pour moi, c'est l'émotion qui prend le pas. D'ailleurs, est-ce que je peux être macroniste pendant quelques secondes, cher Christophe? Faites-vous plaisir, vous l'êtes tous les vendredis, donc allez-y. Non, chronomètre, là, parce qu'après, ça devient insupportable. Non, je t'en prie, allez, vas-y. Non, mais pourquoi? Non, je plaisante. Parce qu'avec les autres gouvernements jusque-là, chaque fois qu'il y a une affaire comme ça, tout de suite, on sort une nouvelle loi. Et on la met et on la vote sous l'émotion. On peut toujours me répondre que le fait a été contourné par le changement de la loi terroriste par rapport à l'état d'urgence, mais je vais dire c'était dans le contexte global. Et en France, on a une très mauvaise habitude et on devrait voter une loi pour qu'aucune loi ne soit adoptée à moins de 10 ans d'un événement et d'un fait divers de manière à ce qu'on puisse légiférer. Non, mais je dis ça juste pour dire que la justice, applique les lois qui sont votées par les parlementaires. Qu'on ne fasse pas des lois émotionnelles. Voilà, alors que la justice applique ce qu'on lui met entre les mains. Ouais. Et de l'autre côté, ce sont les hommes politiques et l'Assemblée nationale et le Sénat qui votent des lois émotionnelles sur le moment pour plaire aux uns et aux autres. Nous avons avec nos téléphones Maître Samia Maknouf. Bonsoir, Maître. Oui, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Donc alors, hier soir, c'est terminé le procès. Allez-y, cher Christophe. Oui, pardon, je vous entends pas bien. Oui, on va essayer de vous inquiétez pas, on va essayer de s'entendre. Voilà. Bonsoir maître, bienvenue d'abord sur France Maghreb 2. Merci. Ce procès donc est terminé. Vous êtes une des avocates du parti civil. Tout à fait. Quelle a été votre première réaction à l'issue du verdict hier soir? Beaucoup de une amertume et puis une sensation d'inachevé, d'un verdict qui est mitigé, un verdict qui a dit la loi, mais il aurait pu dire la loi de manière beaucoup plus complète.
Alors, cher maître, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour les auditeurs de France Maghreb 2, c'est quoi les deux chefs d'inculpation, donc l'association de malfaiteurs d'un côté et la complicité terroriste. Oui, et de l'autre côté la complicité donc dans les assassinats. C'est quoi la grosse différence pour un juriste qui s'adresse non pas à un président de juge de cour d'assises, mais à deux auditeurs d'une radio qui voudraient comprendre pourquoi tout ce débat juridique? Alors, je vais essayer d'être clair et simple, Voilà. ce qui n'est pas C'est pas évident. Écoutez, cette cour d'assises spécialement constituée, parce que normalement elle n'est pas constituée par des magistrats professionnels, compte tenu de l'enjeu et de l'importance de rendre un verdict et une décision qui répondent aux lois de la République, à savoir impartial et équitable et dans la sérénité la plus totale, c'est des juges professionnels qui ont composé cette cour. Alors, les deux accusés étaient dans le box. Alors, à mon sens, le box était beaucoup trop vide. Je vous expliquerai si vous le souhaitez pourquoi. Et ces deux accusés devaient répondre, l'un pour avoir association malfaiteur, mais pour avoir terrorisme, mais pour avoir permis de la détention d'armes, laquelle arme a permis de commettre 7 attentats, c'est Feta Malki, et le deuxième qui est Abdelkader Mera, qui devait répondre à deux chefs d'inculpation. La première, c'est l'association de malfaiteurs terroristes, et la deuxième, c'est la complicité, non pas être l'auteur principal, puisque l'auteur principal est mort, et de sa mort, l'action est éteinte, Oui. mais la complicité pour avoir participé aux assassinats, permis ces assassinats. Sauf Donc, que ça n'a pas été prouvé pour le coup, pour la deuxième inculpation. Ça n'a pas été prouvé. Alors, la frustration, si vous voulez, pour en tout cas mes clients et pour aujourd'hui, depuis que un appel a été lancé, l'appel a été introduit par le parquet, la frustration porte sur le fait que soit on dit le dossier est complètement vide, auquel cas je vois même pas pourquoi on retiendrait une AMT, une association de malfaiteurs terroristes, Oui. soit le dossier est suffisamment fourni. Il faut quand même que vous sachiez qu'il y a 172 volumes. Ça veut dire ce qui correspond à des milliers de centaines de PV que nous avons lus sur 5 longues années. Alors, pour retenir l'AMT, l'association de malfaiteurs terroristes, il est vrai que il y a des appréciations beaucoup moins rigoureuses que pour retenir la complicité. Oui. Mais pour autant, il y avait, compte tenu du caractère terroriste de ces deux infractions, il y a une appréciation dans le respect de la loi qui aurait dû être retenue, puisque nous avons affaire à des personnes qui ont usé de la dissimulation et du mensonge pour arriver à leur objectif dans des actes préparatifs, puisque les magistrats professionnels ont retenu l'existence d'actes préparatifs aux 7 assassinats. Lesquels actes préparatifs retenus pour une association de malfaiteurs terroristes auraient pu servir pour la complicité. C'est la raison pour laquelle... Maître, est-ce que vous pourriez patienter 2 petites minutes parce que la pub s'impose à nous et on est de retour très vite pour la suite de cet entretien intéressant. On va reprendre dans 3-4 minutes. Merci. À tout de suite. Je raccroche. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Tarek Mami et avec Mourad Goual sur France Maghreb 2 jusque 18h, et nous étions juste avant la pause avec Maître Samia Maktouf. Rebonsoir Maître. Avec nous donc, d'abord on voudrait savoir quelle famille vous avez représentée pour ce procès.
Alors en fait, moi j'ai représenté Madame Ben Ziaten en tant que donc la maman du premier militaire qui a été tué par Abdelkader Mera, en tant que dans le cadre de son association IMAD pour la jeunesse et pour la paix. Oui. D'accord. Latifa Ben Ziaten, on a d'ailleurs écouté tout à l'heure son émotion. Elle était un petit peu déçue, amertume. Oui, tout à fait. C'était extrêmement dur pour elle parce que sa voix, elle est double. Sa voix est celle d'une maman qui a perdu un enfant et dans le procès et la condamnation de Abdelkader ou de Feta Melki ne lui fera pas revenir, comme pour l'ensemble des autres parties civiles, leurs enfants. Mais vous savez, pendant ce procès qui a duré un an. Qui a duré un mois. C'était les parties civiles nous ont donné une leçon extraordinaire et exceptionnelle de dignité et de courage. Voilà, donc c'est des parties civiles qui sont non pas dans la haine et la revanche, mais dans la quête de la vérité. Maître, j'ai deux questions à vous poser. Est-ce que, aux yeux de Madame Latifa Ben Ziaten, est-ce que le frère de Mohamed Merah est coupable à ses yeux? Bien sûr. Et de quelle manière alors? De quelle manière? C'est quoi le cheminement intellectuel qui amène à la culpabilité? Écoutez, d'abord, vous savez que la défense a plaidé l'acquittement. Tout à fait, oui. Bon, et leur client se retrouve avec 20 ans en prison, une condamnation à 20 ans, c'est-à-dire le maximum de l'association de malfaiteurs à caractère terroriste jusqu'à la nouvelle loi qui a augmenté à 30 ans. Mais là, la loi n'étant pas rétroactive, il y aura 20 ans, c'est le maximum. Donc, alors, soyons, si on devait être logique, soit comme l'annonce la défense, le dossier est vide et qu'il a eu raison de demander l'acquittement, et pourquoi condamner Abdelkader Mera même à une AMP? C'est une compensation. C'est ce que dit Maître Dupond-Moretti. C'est une compensation en fait. Une compensation à quoi? C'est ce que lui expliquait en fait. Le fait d'avoir acquitté d'une part, on condamne de l'autre pour compenser. Mais compenser quoi? Je sais pas, je vous pose la question. Je comprends pas. Non, attendez. Ce qu'il dit. Non, mais essayons d'être logique. Soit, en plus, parce que là, mon confrère, l'associé de Dupond-Moretti, est en train de dire que c'est une victoire. Donc, comment ceci peut-il être expliqué comme une victoire pour quelqu'un, un avocat qui a demandé l'acquittement? À ce moment, il aurait dû dormir chez lui et pas en prison aujourd'hui. Alors, cher maître, est-ce qu'il y a voilà. Après, il faut, vous savez, notre rôle à tous, c'est aussi d'essayer d'être le plus objectif possible. Oui. Aujourd'hui, nous avons un dossier suffisamment étouffé, suffisamment fourni en termes de faits, après 5 longues années d'investigation et de recherche, aussi bien en France qu'à l'étranger, que les magistrats instructeurs ont mené. Alors, soit le dossier est vide et Abdelkader Mera aurait dû rentrer dormir chez lui, soit le dossier, ce qui est le cas, est suffisamment fourni et l'association de malfaiteurs terroristes qui a été retenue et très 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 bien motivée par la Cour aurait dû servir la base qui a servi à retenir l'infraction de l'association de malfaiteurs, aurait dû être retenue pour qualifier la complicité. Je m'explique. Lorsque dans le cadre de l'association de malfaiteurs terroristes, on reprend, parce que je vous disais, c'est tellement bien motivé pour l'association de malfaiteurs, en expliquant que, par exemple, je ne vais pas reprendre les différents développements de la Cour, mais je vous donne un des exemples édifiants. Au sujet, par exemple, du vol du scooter, où Abdelkader Mera considère que il n'avait rien à voir, que c'était un vol d'opportunité et qu'il n'a jamais attendu son frère, alors que pendant que la voiture roule et que son frère a volé le T-Max, la vitre côté passager était baissée pour qu'il puisse communiquer avec lui, que le T-Max qui était extrêmement puissant, il pouvait rouler à 200 à l'heure et dépasser la voiture, le frère roulait à la même allure, pour aller le cacher, le masquer, enlever le tracker pour pouvoir l'utiliser pour tuer 7 personnes. Donc,
Voyez. Alors, maître, ça a été retenu pour l'AMP. Donc Samia Maktouf, maître Samia Maktouf avec nous sur France Maghreb Tour, représentant donc de la famille de l'association Ben Ziaten. De l'association de Madame Ben Ziaten. Question de Tariq Pami. Alors peut-être, cher maître, que la difficulté de ces procès, c'est qu'il y a à la fois, j'allais dire, la vision technique juridique que vous maîtrisez, avec les différents articles relatifs à ces actes de terrorisme que tout le monde, bien sûr, rejette aujourd'hui, mais en même temps, une vie du procès qui est une vie médiatique, et une vie du procès qui est une vie politique, et que les juges de cette cour d'assises spécialement composée se retrouvent à trancher en définitive 3 sphères de ce que nous vivons tous ensemble, et qu'ils ont plutôt fait de la technique juridique pour éviter la pression médiatique et politique. Non, écoutez, moi, vous savez, je suis avocate. Oui. Il faudrait qu'on parle droit. Tout à fait. Et au sein de cette cour, oui, on n'a parlé que droit. Oui. Et laissez-moi vous rappeler une chose au préalable qui me semble essentielle à retenir de ce procès, c'est que Abdelkader Mera, qui a affirmé, et ça s'est retrouvé il l'a dit aussi bien verbalement que lors de ses premières auditions, que pour lui, il ne peut pas et il ne reconnaît pas les lois de la République. C'est quelqu'un qui a bénéficié d'un procès équitable et je ne peux que m'en réjouir en tant qu'avocate. Tout à fait. C'est nécessaire, c'est important. Tout à fait. Les droits de la défense ont été respectés. La défense a utilisé, je dirais même puisé et abusé de tout ce dont elle pouvait avoir droit, et je ne peux qu'être satisfaite en tant qu'avocate, oui, parce que dans cette République où l'état de droit règne, Abdelkader Mera a pu bénéficier d'un procès équitable, ce qu'il n'aurait pas pu faire si, comme lui il entend, il aurait répandu les lois qu'il entend répandre, qui auraient instauré la barbarie. Donc, voyez, moi, je respecte les droits de la défense et bien je sûr, suis, en tant qu'avocate, satisfaite qu'il ait pu bénéficier d'un procès équitable. Maintenant, oui, que mon confrère dise il n'y a rien dans le dossier, qu'on pouvait que c'est du n'importe quoi, que ceci, que cela. Attendez, il est dans son rôle de droit, de défense, de stratégie de défense. Il est dans son rôle d'avocat. Oui. Bon, évidemment, pour moi, qui connais les 117 tomes de ce dossier, qui correspondent à des milliers, de centaines de PV, oui, c'est une vision tronquée qu'on essaie de nous donner. Maître, une dernière question, si vous permettez. On vous interrompt parce que le temps nous est compté. Moi, je vais vous poser une question, mais alors, qui va peut-être vous surprendre. On dit que le droit est fait de turpitude. Et moi, quand je regarde la longueur de la procédure et le droit français, je suis en train de me demander si Abdelkader Mera ne sera pas libre avant la fin de toutes ces procédures. Puisqu'il va purger ses peines de prison, il est déjà emprisonné depuis 7 ans. Et non, depuis 5 ans. 5 ans. Depuis 5 ans. Mais bon, je grossis le trait quand je dis qu'il sera libre avant la fin de ses procédures, mais une fois que l'appel sera purgé, il est fort probable, ou la Cour de cassation, voire même la Cour européenne, si vous y allez. Non, mais, enfin, alors moi j'ai 2 réponses. Non, mais laissez-moi finir, La première réponse, c'est que plus Abdelkader Mera restera en prison, mieux on se portera et mieux il ne pourra pas rester plus longtemps que la peine qui est prévue, cher maître. De citoyens, pardon? Il ne pourra pas rester plus longtemps que la peine pour laquelle il a été condamné. Non, mais d'accord, non, mais je réponds à votre question. Il ne pourra pas rester, c'est normal, je suis respectueuse de l'état de droit et de nos institutions. Mais vous dites que ça veut dire qu'il va rester plus. Moi, en tout cas, en tant qu'avocate de partie civile, connaissant le dossier, connaissant la dangerosité qui a été établie par les services de renseignement français de 2006 jusqu'à 2012, en expliquant en 2012 que si on est arrivé à Mohamed Mera, c'est par Abdelkader Mera, lequel en 2006 faisait du prosélytisme porte à porte pour convertir des délinquants qui plongeaient dans les stupes. Il allait les convertir à une idéologie mortifère pour les envoyer en Irak et après en Syrie. Donc voyez-vous, moi je préfère qu'on protège nos enfants, qu'on protège toute cette jeunesse des faits d'une personne qui est investie d'une idéologie mortifère dont l'objectif c'est de faire régner la terreur et que, étant ressortissant français, il ne reconnaît pas les lois de la République, il a de la haine pour la France, là où il est né, là où il a grandi et qu'il ne veut combattre que la France.
Donc, nous, Merci. en tant que Merci, démocratie, on le combat avec le droit et avec la justice. Merci, maître. Alors, juste Samia Maktouf. vraiment Oui. pour vous saluer, maître Maktouf, d'être passé sur France Maghreb 2. Vous continuerez à être l'avocate de l'association de Madame Latifa Bizetek? C'est un combat et on ira jusqu'au bout avec Madame Bizetek. Merci encore, cher maître, pour toutes ces explications. J'espère que vos explications ont été comprises par les auditeurs qui, bien sûr, ne sont pas comme vous dans les méandres de ce dossier et de ces lois qui sont compliquées pour les uns et les autres et qui regardent juste la télé pour se faire une opinion. Merci maître. encore. Merci beaucoup. Voilà, maître Maktouf qui était avec nous sur France Maghreb 2. On peut quand même se poser la question quand même quand on écoute maître Maktouf, quand on écoute Éric Dupond-Moretti, est-ce que finalement au travers de tout ce qui s'est passé, de toute cette médiatisation, de ce procès, de cette affaire Mera de Toulouse, en souvenez en pleine campagne présidentielle en 2012, est-ce que finalement on n'a pas au travers d'Abdelkader Mera, alors attention, ce qui ne justifie en rien tout ce qu'il a fait parce qu'il a certainement fait des choses gravissime, est-ce qu'on est quand même peut-être là en train de fabriquer un coupable? Je pose la question, hein. Attention, je n'ai pas la certitude, ni je connais pas évidemment tout ce qui lui est reproché. Je rejoins ta question. Je me pose la question. De ta question, j'en fais une position. Est-ce que maintenant, Mohamed Merah étant mort, est-ce qu'on n'est pas en train de fabriquer au travers d'Abdelkader Mera un coupable idéal? Il y a une autre question que peut se poser, Christophe, c'est que peut faire une société, un tribunal, face à quelqu'un qui dit, moi je reconnais pas ce que vous allez décider. J'allais dire, toute comparaison n'est pas raison, et je mets vraiment deux blocs entre les deux questions. Je veux dire, aujourd'hui vous avez le président catalan qui dit, je ne reconnais pas la justice espagnole. Vous avez Abdelkader Mera qui dit, je ne reconnais pas les lois des hommes, c'est la loi de Dieu. Vous avez pendant la guerre d'Algérie les combattants algériens qui se battaient contre le colonisateur qui arrivaient devant les tribunaux pour dire, je ne reconnais pas votre tribunal et votre justice parce que vous êtes l'occupant. Vous avez la même chose en Israël. La question qui se pose en fait pour la société, c'est comment agir face à des gens qui vous délégitiment complètement, pour moi. C'est de faire appliquer le droit quoi qu'il arrive, et puis ensuite, advienne que pourra. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Bon, en tout cas, appel, ça va prendre combien de temps? En gros, entre 2 et 3 ans, selon les procédures, parce que vous savez, même M. Sarkozy, qui est avocat, essaye de les utiliser et bien les utiliser, parce qu'il suffit que demain, le nouveau, il y a une nouvelle procédure qui s'ouvre, et vous avez toujours le droit en France de saisir un autre tribunal intermédiaire avant d'aller à la cour d'appel. Donc, ça dépend. En matière de terrorisme, en général, oui, on laisse pas traîner. Oui, non, mais ça, je pense entre 2 et 3 ans. Mais ça dépend qui a intérêt à aller vite et qui a intérêt à faire traîner le dossier. Bon, on va changer complètement de sujet, messieurs. On aime bien suivre les dossiers que l'on ouvre sur France Maghreb 2 et dans cette émission en particulier, le Grand Forum. On s'était fait l'écho d'une affaire concernant un magasin, une supérette du côté de Villepinte qui s'appelle Al Discount, qui avait quelques difficultés, c'est peu de le dire, avec son propriétaire, à savoir la banque HSBC. On a relayé donc toute cette affaire et il y a eu rencontre hier entre Nabil, donc le patron de cette supérette, et le big boss, en l'occurrence le patron du parc immobilier français de la banque HSBC. Nabil, bonsoir. Nabil, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir, bienvenue sur France Maghreb 2. Alors merci de m'accueillir. Que s'est-il passé hier lors de l'entretien avec le grand patron de HSBC? En fait, on a fait un grand pas vers un accord très prochainement, d'un accord de bail, on va dire, pour pouvoir partir sur un accord dans un moyen court terme, pour partir sur un bail 369 qui est tout à fait légal. Classique. Que au départ, classique plutôt, pardon. Et au départ, il voudrait que nous puissions partir sur un bail d'accord pour que les deux parties en fait apprennent à se connaître, puisque comme vous le savez depuis le début, en fait, le bailleur nous connaissait pas nous, il connaissait le locataire principal qui a déposé le bilan. Oui. Et puis et puis derrière nous on devait partir des locaux. Il nous a entendus, on lui a posé un peu le dossier en lui montrant les efforts qu'on avait fait au niveau du travail, le développement qu'on avait fait, le nombre de salariés, tout ça, il a tout pris en compte, et franchement c'est quelqu'un qui nous a étonné par sa sympathie, sa simplicité, puisque ça faisait 8 mois qu'on essayait de rentrer
qu'on essayait de rentrer avec eux en contact. En contact, personne n'a voulu nous écouter. Là, on voit que, en fait, on dirait le premier étage n'a pas voulu nous écouter. On est passé directement au dernier étage, et puis le dernier étage, on voit qu'ils sont très simples, très accueillants. Et puis, comme il nous l'a dit à la fin, voilà quoi, c'est une entreprise qui cherche à gagner de l'argent. Et puis nous, on est des clients, des bons clients, puisque il a tout de suite étudié le dossier, du moins une petite partie du dossier. Et il a vu, il nous en a même félicité. Il nous a dit, vous avez payé vos loyers jusqu'à fin décembre 2017. Et puis on lui a dit oui. Il a dit bon, déjà c'est un grand pas vers une 2016. On lui a dit voilà quoi. Non, et puis, c'est-à-dire que les loyers sont payés à l'avance. Et oui, ils ont fait un chèque. Oui, ils ont déposé l'argent. C'est ça, hein, Nabil. Vous avez déposé l'argent. Voilà, en fait, on a donné un chèque de banque à notre avocat. Ah, d'accord. Qui a un chèque de banque de 63 000 euros, un peu plus de 63 000 euros, pour couvrir en fait les 6 mois de loyer jusqu'en fin décembre, puisqu'on avait fait un chèque au mois de juin qui couvrait les 6 premiers mois, et on a fait un deuxième chèque tout de suite à l'avocat début septembre pour couvrir jusqu'à la fin de l'année. Et puis il l'a vraiment bien pris en compte, et puis il nous a dit voilà, lundi il vient, c'est la première fois qu'il vient à Villepinte, ce qui est quelque chose de très bien pour nous aussi, puisqu'il va venir dans notre zone. Ça sera la première fois qu'il viendra dans notre zone pour voir un petit peu comment on travaille. Et puis voilà, très sympathiquement, il nous a dit je viendrai boire mon petit verre de thé. Voilà, et puis on lui a dit avec grand plaisir, quelqu'un de très simple, très abordable. Franchement, je suis encore étonné de cette sympathie en connaissant le poste que ce monsieur occupe. Franchement, voilà. Alors Nabil, Nabil, pardonnez-moi, Morad Goual, qui est avec nous, un des chroniqueurs intervenants du LGF le vendredi, a une petite question à te poser. Alors bonjour Nabil. D'ailleurs, je suis très content du dénouement de cette affaire. Hein, donc merci, nous aussi, merci. Alors moi, j'ai fait partie non pas des détracteurs, non pas des opposants, mais de ceux qui se posaient des questions. Et je vais te poser la question, et j'espère que tu me répondras avec sincérité. Bien sûr. Donc, je voulais savoir à quel moment ça a foiré. Quand on achète un fonds de commerce, on fait ça devant ou un notaire ou un avocat, et on amène certaines pièces écrites, notamment l'accord du propriétaire pour que le fonds de commerce soit transféré au repreneur. Et là, on a l'impression, alors peut-être que je me trompe, mais dans tout ce que j'ai pu lire ou comprendre ou entendre, on a l'impression que le propriétaire n'était pas au courant que vous repreniez ce fonds de commerce. Est-ce que c'est bien ça le problème? Non. En fait, voilà, non, pas du tout. Voilà. En fait, non, mais voilà, je pose la question parce que c'est la compréhension qu'on avait. Il y a quelqu'un qui connaît très bien le dossier autour de vous. C'est Racine. Voilà. Oui, on en avait discuté avec Racine, exactement, voilà. Alors, voilà. allez-y, Nabil. Par contre, ce qui est très simple, c'est que nous aujourd'hui, là où la bataille commence, faut bien comprendre, Mourad, c'est que on est nommé dans le bail. Nous sommes nommés dans le bail. Et le propriétaire était au courant que vous étiez les repreneurs, voilà. D'accord. Voilà. Ça veut dire que nous, on est nommés dans le bail. Notre société est nommée dans le bail. Ça veut dire que notre société, dans le bail, nous sommes la seule société à qui le locataire principal peut se louer. Vous voyez? C'est-à-dire que de là, il y a un accord écrit du propriétaire, c'est important ce que je dis. Ah oui, voilà. Bien sûr. Attention, ce que je dis, Mourad, c'est encore plus important, c'est que nous sommes cités dans le bail. Il y a marqué noir sur blanc que la seule autorisation de sous-location est à la société TNV. Et c'est quoi Carrefour? Alors j'arrive pas à partir de quel moment, Nabil, pour qu'on puisse bien comprendre, à partir de quel moment ça a commencé à foirer, quoi, comme dit Mourad? Eh ben, c'est très simple. C'est comme je me bats depuis le début à essayer de faire entendre, et certains politiciens aujourd'hui ont repris ce que je disais, c'est que le problème, c'est qu'en France, le sous-locataire n'a aucun droit. Ça veut dire que dès que le locataire principal dépose le bilan, on ne se soucie pas de qui est derrière. Ça veut dire que dès que le locataire principal n'existe plus, ça veut dire lui et tous ceux qui l'accompagnent doivent sortir. Ça veut dire qu'à partir de là, il y a un vice juridique que, bien sûr, Clémentine Autain, députée du 93, a relevé dans certains médias, et qui a dit il faut qu'on mette le doigt sur ce problème, puisque le cas Aldiscount n'est pas le seul en France. Puisque c'est arrivé, moi j'ai reçu beaucoup de messages
de soutien et un peu de personnes qui étaient un peu dans le même cas que nous, qui étaient malheureusement, je dirais, pas aussi soutenues que nous, et qui sont retrouvés. Ils m'ont envoyé des messages en me disant, je payais mes loyers, mais le locataire ne payait pas les loyers. Vous comprenez? Ça veut dire que de là... Petite question, Nabil, pour terminer. Donc Tarek Mami à l'antenne. Bonjour. Bonjour. On vous en prie. Alors, on va pas faire beaucoup de droits, mais ça ressort, je sais pas, je me rappelle pas si c'est la loi de 1953 ou 1962 sur les baux, qui disent clairement que tout sous-occupant peut être agréé par le bailleur principal, mais n'a aucun droit quand le locataire principal tombe, tout tombe. C'est comme si vous construisez... C'est ce que tu viens d'expliquer, Nabil, ouais. Oui, c'est comme si vous construisez un immeuble, et puis celui qui est propriétaire de la terre vient vous dire, bon, je vous ai vu construire l'hôtel, le terrain, voilà mon papier, vous n'avez pas le droit. Donc tout tombe en droit. Moi, la question qui m'intéresse, et nous venons de parler de l'affaire Mera, de l'émotion que ça fait et tout ça, quelle a été, cher monsieur, la réaction de vos salariés quand vous êtes rentré donc des Champs-Élysées à votre magasin? Non mais voilà. Est-ce que vous avez appelé en sortant au téléphone pour passer l'information, ou est-ce que vous avez pris le temps peut-être de savourer ou de croire ce que vous avez entendu et de l'annoncer directement? Comment ça s'est passé? Quelle a été la réaction des salariés d'abord, s'il vous plaît? Ben là, rien que là, vous me le dites, déjà, ça... Vous êtes ému. Voilà. Rien que là, vous m'en parlez. Quand je revis un petit peu le scénario, c'était... voilà, voilà, là, vous avez touché, j'étais en forme, je suis à Marseille, voilà, il fait beau, je suis au Prado, au bord de la mer avec ma famille, avec mes enfants. Vous avez t'es chez moi, t'es à Marseille, un petit peu, chez toi. Tu es au Prado, t'es sur le plage du Prado, là. Quand j'y repense, j'ai la chair de poule, vous l'avez... Comment ça s'est passé, Nabil? Vous l'avez relevé. Mais c'était une belle émotion, quand même. On était dans l'ascenseur avec le directeur principal, et je lui dis merci vraiment de nous avoir reçus, c'est très gentil de votre part. Il me dit, monsieur, je suis pragmatique. Voilà. Vous êtes un bon client. Et voilà, je suis un commerçant. Voilà. Vous savez, quand il m'a dit ça, j'ai eu la chair de poule parce que je dis, ça fait 8 mois que j'essaye de faire comprendre aux gens que je suis un travailleur. Je suis un acharné du travail. J'aime le travail. Je vis du travail. Malheureusement, ma famille en compatit. Je suis vraiment désolé par rapport à ça. Et voilà. Et quand je suis descendu et qu'on en a parlé très très ému, on n'en a pas parlé à tout le monde. On en a parlé juste entre nous, puisqu'il y avait les élus de la mairie. Il y avait le bras droit de Clémentine Autain qui était là. C'est-à-dire qu'on a réussi par cette cause à réunir une mairie qui est républicain avec Force ouvrière et avec la France insoumise. Aujourd'hui, j'ai réussi à mettre tout ce monde-là dans le même bus. Vous êtes la France aujourd'hui. Voilà. Vous êtes la France. Voilà, c'est que ces parties-là représentent la France. Et aujourd'hui, on a réussi. Et quand on est arrivé dans le parking, sur tout le chemin, on était en train d'en parler. Ouais, plus de pression. On était là. Tout le monde m'appelait puisque on était en direct sur Facebook. Et après, on est rentré dans le parking. C'est moi qui conduisais. Je klaxonnais dans le parking. Vous avez gagné le match. Quand je suis rentré dans le magasin, tout le monde applaudissait. Il y avait des clients. Ils sont venus nous remercier. Ils applaudissaient. On a pleuré. On s'est embrassés. C'était extraordinaire. Je dirais pas c'était l'indépendance, mais ça rejoint l'indépendance. Oui, dernière question, Mourad. Dernière question. On va faire quelque chose qu'on ne fait jamais à la radio. On va vous demander de donner le nom de votre magasin et son adresse, parce qu'il y a des fois où le bonheur... Il pourra le faire après que je parle. Parce que le bonheur doit être contagieux, et c'est vrai que dans la vie d'aujourd'hui, nous n'avons pas tous beaucoup de moments de voir les gens heureux et de propager ce bonheur. Nabil, juste avant que tu puisses nous présenter ton magasin, moi je vais juste donner mon sentiment, parce que j'ai fait partie de ces gens qui comprenaient pas, et j'ai eu une discussion très franche avec Hossein à ce propos, qui a vraiment été un fervent défenseur de ta cause. Et je vais te dire les choses sincèrement, comme ça va me servir à moi et puis ça va servir à tout le monde. C'est que le combat que tu as mené,
moi je ne l'ai pas perçu comme ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a été dévoyé dès le départ à travers les commentaires qu'il y avait sur Facebook. Et on avait plus l'impression que c'était un combat parce que tu étais musulman, parce que tu étais maghrébin, plutôt que en tant que chef d'entreprise. Et ça, on comprenait plus où était le problème en fait. Et alors que là, tu es en train de nous expliquer que c'était juste un problème commercial et ça nous rassure. Donc la communication est importante et tu vois si elle est dévoyée. Mais moi, excuse-moi, hein, je n'ai jamais parlé ni de mon physique puisque non, toi non, mais tu as lu comme moi. Ni de quoi. Moi, pour moi, je le dis, je le répète. Moi, j'ai aucun complexe. Non, mais j'ai ma religion. Tu comprends ce que je dis, Nabil? J'ai une barbe, je l'assume. Quand j'ai été devant HSBC, lui, il a regardé mon chiffre d'affaires. Il a pas regardé ma barbe. C'est de ça qu'on devait parler depuis le départ. Nabil, l'adresse du magasin. L'adresse du magasin, parce que la pub. Alors, après, j'ai juste un remerciement à faire, juste après d'avoir donné le nom. Alors, c'est Aldiscount, c'est 1 avenue Georges Clémenceau à Villepinte. Voilà. Et il y a des remises pour France Maghreb 2 ou pas? Voilà, bien sûr, il va y avoir, écoute bien, je vais faire une annonce des super remises pendant 3-4 jours, puisque quand je l'ai dit, on m'a dit, ouais, mais attends, on revient de beaucoup de dépenses. Je dis, c'est pas grave, on va faire plaisir, puisque déjà on n'est pas cher, je vous le garantis. Oui, franchement, on n'est vraiment pas cher. Et voilà, tiens, il y a un fervent client qui peut. En tout cas, bravo Nabil, bravo. On n'est vraiment pas cher et on essaye encore, et je vous promets, je suis à Marseille. Ce matin, je suis venu avec ma femme et mes enfants. La première chose que j'ai fait, j'ai été acheter de la marchandise, puisque même en vacances, tu vas chez qui, Nabil? J'ai été dans les entrepôts de Marseille pour ramener de la marchandise. J'ai préparé un camion de chocolat, de plein de produits. Il y a les fêtes qui arrivent. Nabil, pour les fêtes. Juste en un mot, je crois que t'as demandé l'autorisation pour faire un grand barbecue géant, histoire de remercier tout le monde. Ça se passera pas dimanche, mais le dimanche d'après. Dimanche d'après, j'invite tout le monde sera invité et voilà, on fait un grand barbecue. Merci. Avec juste un petit remerciement. Rapidement, oui. Je veux vraiment remercier ma femme c'est très bien. Qui me supporte depuis des Merci beaucoup Nabil. Depuis des années, franchement. Merci. Elle a beaucoup de courage et je la remercie beaucoup. On devrait vous donner une adresse ou deux d'un bon restaurant à Marseille pour amener votre femme. Ouais. Alors, on en a beaucoup, mais la pauvre, elle souffre vraiment. Ben là où je trouve, il y avait un super restaurant halal qui a fermé d'ailleurs à cause des travaux, c'était Billy the Kid. Et après, moi je te conseille les saveurs du Liban. Il y a un restaurant, c'est chez Yacine. Vous pouvez aller manger là-bas. Ouais. Chez Yacine. C'est devenu un ami depuis le temps. Bon, alors le service commercial commence à faire beaucoup de grimaces. Merci Nabil. Merci beaucoup en tout cas et bon courage. Voilà. Bon courage. Merci beaucoup. Dans un instant, on change littéralement de sujet. On va revenir sur Balfour et sur l'affaire Tariq Ramadan. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous pour la suite de cette émission avec Tarek Mami, avec Morad Goual sur France Maghreb 2. Et on va changer littéralement de sujet. C'est ce qui fait un peu la spécificité de cette émission. En vous rappelant toutefois la question du jour qu'on vous pose sur François Fillon, qui estime avoir été victime d'un complot et que s'il n'y avait pas eu cette affaire Pénélope, il serait à l'Elysée. Selon lui, évidemment, d'après vous et vos commentaires, qui sont les bienvenus sur la page Facebook France Maghreb 2 et sur le Twitter au travers du hashtag LGF officiel. Vous pouvez participer évidemment à ce sondage. Je vous donnerai d'ailleurs la tendance tout à l'heure. Pour l'heure, donc, on va changer de sujet, revenir à un siècle en arrière, voire même un peu plus, Tarek Mami, pour parler de cette déclaration de ce ministre des Affaires étrangères britannique, qui a été peut-être le départ pour certains, mais vous avez envie de nous dire que ça a commencé bien plus tôt, avant, en tout cas, cette déclaration Balfour, Tarek. Oui, alors, en fait, aujourd'hui, nous avons l'avantage et l'inconvénient d'avoir un siècle depuis cette déclaration Balfour. On nous a appris les uns et les autres, en Occident d'ailleurs un peu, et dans les pays arabes beaucoup, que le malheur du peuple palestinien vient de cette déclaration Balfour et vient donc des Anglais. En réalité, avec le recul et quand on regarde un peu plus de profondeur, la déclaration Balfour a été un élément déclencheur de ce que nous vivons dans le monde arabo-musulman, en tout cas au Moyen-Orient, depuis un siècle. Mais la déclaration Balfour doit être vue comme un moment de l'histoire et non pas comme le moment de l'histoire.
Pour donc pouvoir échanger avec vous en toute connaissance de cause, nous avons en France Maghreb 2 aujourd'hui installé sur le Facebook de la radio, on va dire 5 éléments de compréhension. Le premier élément est un discours de Napoléon Bonaparte, empereur de France, en 1799 si ma mémoire est bonne, et qui incite les Juifs de se regrouper en Palestine pour créer un État, en disant aux Juifs, vous êtes les héritiers légitimes de ce territoire, puisque depuis 2000 ans, vous avez l'obsession, je rajouterai, positive de vouloir revenir. Or, il se trouve que cette proclamation de Napoléon, qui est encore une fois sur le Facebook de la radio, existe, mais expliquée par les uns et contestée par les autres. Alors pour certains, ça serait un faux, pour d'autres, ça serait un projet qui n'a jamais été lu, et pour d'autres, c'est un texte d'archives que les Israéliens ont utilisé, et écoutez bien, y compris pour justifier la naissance de l'État israélien à l'ONU en 1988. Et que dit ce texte en quelques mots? Parce que pour ceux qui veulent le voir, ils peuvent aller donc sur le site de France Maghreb 2. Ce texte dit quelque chose de simple. Il dit, vous, le peuple juif, vous avez été donc depuis des siècles ostratisés. D'ailleurs, il ne précise pas par les musulmans. Et quand il dit ostratisés, au vu de ce qu'il a déjà fait en France, ce qu'il va faire en France pour les Juifs de France, puisqu'il va, lui, le premier, faire rentrer les Juifs de France dans la citoyenneté normale, avec le triptyque liberté, égalité, fraternité. Et il finira par dire qu'en France, à l'époque, il y avait 3 religions. La religion chrétienne, la protestante et la juive. Et c'est dans ce texte-là, si vous voulez, qu'on va trouver cette vision du futur. Mais cette vision du futur, comme celle de Balfour, et c'est là le point intéressant, cher Christophe, cher Mourad, chers auditrices, chers auditeurs, ce n'est pas tant, en définitive, même si le résultat ne change rien, ce n'est pas tant par amour des Juifs que par volonté de casser l'Empire ottoman, de le séparer en plusieurs parties, d'en créer des nations comme il y en avait en Europe, alors que jusque-là, dans le monde musulman, quand il y avait un empire, quand il y avait une khilafa, quand il y avait un royaume, quand il y avait un empire, il représentait et il occupait tous les territoires du monde musulman, donc de la mer à l'Indonésie, donc du Maroc à l'Indonésie. Et donc c'est dans le cadre d'une démarche impérialiste et d'occupation que la première déclaration de Napoléon va avoir lieu. La déclaration Balfour va venir enfoncer le clou, parce que Balfour fait cette déclaration, en fait, pour demander aux banquiers juifs, et c'est pas moi qui le dis, c'est tous les historiens, à mettre de l'argent pour continuer la Première Guerre mondiale et à faire que les Juifs qui étaient à la tête du mouvement bolchevique de Lénine en train de faire la révolution en Russie reviennent sur leur idée et soutiennent l'Angleterre dans sa bataille contre l'Empire ottoman et contre les Allemands. Un des éléments de compréhension complémentaire, c'est que cette déclaration Balfour vient après les accords Sykes-Picot, qui étaient eux cachés, cher Christophe, et dans lequel il y avait donc les Anglais, les Français et le tsar de Russie. Et quand les bolcheviks de Lénine vont faire la révolution, ils vont expliquer à tout le monde, c'est comme s'il y avait Facebook avant l'époque ou Twitter avant l'époque, ils mettent les documents sur la table et surtout ils les donnent aux Arabes pour leur dire on vous prend pour des cons, puisqu'on vous a promis dans différentes négociations, le fait de vous battre avec les Anglais contre les Ottomans va vous permettre d'être libre et indépendant des Turcs et va vous permettre de créer vos propres États, y compris la Palestine pour le roi de Jordanie, en tout cas pour la tribu de Jordanie, et le regroupement de tout ça dans un seul pays qui comprendrait l'Arabie Saoudite, la Syrie, la Palestine, l'Irak, le Liban et encore un peu plus. Et en dessous de cela, il y avait cette vision de couper. Je vous rappelle
que quelques années avant, on avait créé le canal de Suez et que les Anglais avaient compris que celui qui maîtrise le canal de Suez maîtrise le commerce mondial à l'époque. Parce qu'on n'avait pas les tweets et tout ce qui s'ensuit. Et donc, sur 3 mots, en allant jeter un coup d'œil sur le sur le Facebook de la radio, vous allez trouver ces 3 documents et 2 vidéos, dont l'une du journaliste très connu Dominique Vidal, qui va vous expliquer en 5 minutes la complexité de la chose. Sur France Maghreb 2, donc, ce que je souhaitais vous faire entendre, c'est l'existence de ce texte plus ou moins contesté de Napoléon, qui constituerait le premier appel à la création de l'État d'Israël et à la coupure impérialiste du monde arabo-musulman. En quelque sorte, et pour faire vite au vu de nombre de siècles de l'histoire, c'est une espèce de nouvelle croisade, mieux faite, mieux construite, mieux réfléchie, pour qu'aujourd'hui nous nous retrouvons, y compris involontairement pour les Arabes et volontairement pour quelques autres, dans la situation dans laquelle on se trouve, notamment en Syrie. Et quand vous lisez les différentes analyses, vous allez voir à chaque fois qu'en fait c'est la Syrie qui est au milieu de cette bataille, parce que la Syrie telle qu'elle existe aujourd'hui géographiquement, elle fait le pont entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite d'un côté, l'Iran de l'autre, et les pays dits islamiques de l'ancienne URSS de l'autre. Et donc vous avez le centre. Je rappelle juste que j'avais expliqué, cher Christophe, ici, que quand le Hezbollah est rentré pour la première fois en fin 2012, début 2013, en guerre à Qusayr, c'était en Syrie, un petit village à côté de la frontière libanaise, un petit village Charmourad qui a connu la plus grande bataille de chars de l'Antiquité dans cet endroit Qusayr. Et pourquoi il y a eu cette barre? Parce que les pharaons qui se battaient donc contre l'autre empire, le nom m'échappe parce que je peux pas tout retenir, et la mère est là, c'est lui qui contrôlait cette région, contrôlait à la fois tout le Moyen-Orient et jusqu'aux frontières de la Russie aujourd'hui. C'est le chemin par lequel les Chinois ont construit la fameuse route de la soie. Et donc vous voyez qu'en fait, donnez-moi, comme dit l'autre, un espace géographique, je vous en ferai la lecture géostratégique, parce que personne ne choisit ses parents, personne ne choisit l'endroit où il vit, et personne ne choisit le territoire dans lequel il est né, et c'est surtout ses voisins. Et ce sont ces guerres qui expliquent aujourd'hui la situation malheureuse des Palestiniens. Et donc, pour en terminer, la déclaration de Balfour est une des étapes impérialistes pour couper le monde arabe, le monde musulman, en plusieurs tranches. Et malheureusement, pour les peuples arabes et pour les peuples musulmans, leurs dirigeants à ce jour essaient de nous expliquer pourquoi le Qatar, c'est pas l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes, ils sont contre le Qatar, et ainsi de suite. Et pour tout ça, et pour terminer, je vous conseille mon livre préféré pour comprendre l'histoire, c'est toujours Ibn Khaldoun, avec cette petite pique que ce livre Al-Muqaddima, donc l'introduction à l'histoire universelle d'Ibn Khaldoun, constitue aujourd'hui, cher Christophe, encore une fois, les livres de chevet du fondateur de Facebook. Merci Tarek Mabi, voilà, c'était important d'avoir un certain éclairage sur ce que l'on peut lire, entendre, parfois de manière un petit peu confuse. Alors peut-être une dernière sentence, vraiment pour la retenir, chers auditrices, chers auditeurs. Jusque-là, on connaissait la fameuse phrase que la Palestine était une terre sans peuple, destinée à un peuple sans terre. Oui. Vous avez une autre qui est plus belle. C'est un écrivain juif hongrois naturalisé britannique, Arthur Koestler, vous en avez peut-être entendu parler, qui dit, pour la déclaration Balfour, retenez, une nation, l'Angleterre, promet solennellement à une seconde les Juifs, le territoire d'une troisième, les Arabes de Palestine. Il considère les Juifs comme une nation, ça a travaillé ça. Hein. Oui, mais en tout cas, quelqu'un
qui offre quelque chose qui lui appartient pas à une tierce personne. Mais tu sais, si on cumule sur l'histoire entière de l'humanité les conséquences des actes des Britanniques, Ouais. ça intégrerait l'extermination des Amérindiens, l'extermination des bisons, les 10 millions d'Américains, d'Indiens d'Amérique du Nord, l'Asie, les 100 millions de Noirs déportés. Je crois que c'est la race. Je veux dire, à côté, Hitler, c'était un enfant de cœur, quoi. Les Britanniques ont été la pire race de l'humanité et c'est celle qui a créé le plus de désordre et de malheur. Vous avez dit quoi, Morad, là? J'ai dit Pardon. que Les Anglais, c'est pire que Hitler. Les Britanniques sont pires qu'Hitler. Ça n'engage que vous, hein, Charles. Ah oui, Par j'ai bien exemple, lavé. si tu comptes le nombre de morts liés à ce que les Britanniques ont pu commettre comme acte dans l'histoire du monde, enfin, le Cameroun, c'est quoi? C'est un pays conquis par l'Angleterre et qui a donné son nom à un général. Tu te rends compte, Cameroun, c'était un général. Bon. 100 millions de déportés noirs. Voilà, Morad Goual, qui s'exprime sur France Maghreb 2. Je vous propose d'aller chez toi, tiens, à Marseille, parce qu'il y a une certaine Sonia qui nous appelle. Ah, notre amie Sonia. Et qui voudrait dénoncer apparemment un certain tournoi de foot. On en parlait avec Tarek tout à l'heure. Bonsoir Sonia. Bonsoir, merci de m'accueillir sur l'antenne. Bonsoir Tarek. Bonsoir Sonia. Donc alors vous me disiez qu'il y a un histoire de tournoi de foot qui est un peu parti dans tous les sens là. Alors je vous Qu'est-ce qui se explique passe? parce que c'est vraiment énorme, et quand je vous dis énorme, donc le 5 novembre, ils vont organiser un tournoi de Donc, dimanche prochain. Oui, dimanche. Ouais. Dimanche là, Ouais, voilà. ouais. Pour les 100 ans de... Non, c'est pas pour les 100 ans, mais bon, ça m'a fait penser à ça. Ouais. Donc, ils vont organiser une grande journée interculturelle. Paix, amour, tolérance, Culturel. des bisous, tout ce qui va Sonia, avec. c'est interculturel. Culturel, ils ont mis Eh oui, culturel. non, mais c'est chrétien, juif et musulman. Voilà, C'est dans culturel. l'amour, la bonne humeur, tout ça, c'est magnifique. Sauf que c'est organisé par le CRIF. Et là, je me dis stop. C'est impossible de voir des choses pareilles. Eux-mêmes, le CRIF eux-mêmes, ils disent que c'est la première fois qu'ils réussissent à faire un truc comme ça. Alors on dénonce de partout. Le tournoi, il aura lieu, je me voile pas la face. Hein. Je sais, mais c'est vraiment pour dire stop, il y en a marre d'être pris pour des cons. Alors ils partent d'un bon sentiment qui est, oui, on a envie de vivre tous ensemble, et c'est ce qui se passe très bien à Marseille. Et derrière ça, ils nous mettent le CRIF derrière, et quand on dit non, il y a un problème, on se fait taxer de tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables. Donc voilà, c'était vraiment mon gros coup de gueule. Jamais j'aurais imaginé devoir expliquer aux gens pourquoi le CRIF n'est pas un partenaire pour la paix. Mais apparemment à Marseille, il faut encore insister. Et voilà, c'était vraiment pour dire aux gens, s'il vous plaît, par dignité, pour vos ancêtres, pour vos enfants, n'y allez pas, quoi. C'est trop énorme. Alors, on va peut-être faire la genèse de l'opération par Mourad dans quelques mots. Oui, Comment super. c'est parti et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Alors, c'est parti, ça s'est fait au lendemain, tu me corriges, hein, Sonia, si je me trompe, Oui, ça oui, s'est fait au lendemain bien sûr. du double meurtre de la gare Saint-Charles. Alors, je sais pas si c'est un meurtre terroriste ou si c'est un meurtre de droit commun. En tout cas, au lendemain de ça, des bonnes... C'est qualifié aujourd'hui par le procureur de la République Voilà. par meurtre terroriste. Bon, et des bonnes âmes ont pensé qu'il fallait œuvrer pour le rapprochement entre les communautés, comme l'a dit Sonia, comme si à Marseille et d'ailleurs en France de manière générale, les relations entre les communautés religieuses n'étaient pas bonnes. Donc des gens se sont réunis, donc des gens qui en plus par eux-mêmes sont déjà, on peut se poser des questions sur leur propre probité par rapport à cette cause-là, puisqu'on a d'un côté le CRIF, on a de l'autre côté des gens qui étaient pro-palestiniens hier et anti-CRIF et voire anti-sionistes. Vous avez des sionistes qui sont aussi pour la paix, donc on n'arrive pas trop à comprendre qui fait quoi, comment. Et vous avez aussi plein de partenaires qui en fait sont partenaires sans le savoir. Donc il y a une radio marseillaise, il y a une association d'insertion qui hier j'ai échangé avec son président et son directeur qui m'ont dit ne pas être informés que leur logo apparaissait sur le flyer de l'événement. Après voilà, tu l'as très bien dit Sonia, l'événement est louable, mais voilà, que fait le CRIF derrière? C'est la question qu'on se pose, quoi. C'est la première question qui devrait se poser, et honnêtement, c'est... Mais est-ce que des apparemment, associations... ici, c'est pas la Palestine, c'est ce qu'on m'a expliqué. Mais j'aimerais qu'on m'explique aussi comment on peut parler de paix et soutenir la colonisation. Sonia, j'ai une Comment question à on vous peut parler poser, de moi. paix. Pardon? Sonia, moi j'ai une petite question. Est-ce que lorsque la supercherie, j'ai envie de dire, a été découverte, est-ce que les associations se sont retirées? Est-ce que, parlant de ce fameux média, s'est retiré? Alors, j'ai fait des pieds et des mains. Alors, il y a des associations qui se sont retirées, il y a des associations qui ne savaient même pas que c'était le CRIF derrière. Tout à fait, voilà, c'est ça le problème. Voilà. Alors que l'événement, enfin, vous allez sur la page du CRIF, il y a écrit, hein, le CRIF Marseille, il y a écrit, ils se cachent pas, eux. Il y a des associations, Radio Gazelle, qui est la radio dont il est question.
m'a envoyé plusieurs réponses sur Facebook que j'ai publiées où ils disent on n'a jamais fait partie du projet. Sonia, ce qui me gêne dans leur démarche, c'est que eux, par contre, n'ont pas fait de communication publique. C'est ce que je fais que de leur demander et ils se contentent d'un petit mot sur Facebook en disant la direction refuse, n'a pas accepté de participer à tout ça, quoi. Bon, voilà, mais je vous jure, c'est un autre monde. On sait que Marseille, c'est une ville qui est très attachée à la paix. On le montre à chaque fois dans les manifs pour la Palestine. Et les seuls élus et pseudo-élus et représentants, ils vont nous faire ça avec le CRIF. Merci Sonia en tout cas d'avoir alerté les auditeurs. À bientôt. Alors, peut-être un petit mot pour terminer sur ce dossier, en quelques mots. Il n'est pas interdit d'organiser des choses entre les uns et les autres, c'est louable, parce que le vivre ensemble et le faire ensemble doit être une réalité malgré tout ce qu'on vient de raconter dans le bon sens du terme sur Balfour, sur Israël, sur les Palestiniens et tout ça. Mais il faut de la transparence à la base. C'est ça le problème. Voilà, et que chacun sache avec qui il s'associe pour faire quoi. Mais utiliser un imam ou un prêtre ou un rabbin qui peuvent être de bonne foi quand ils se réunissent à trois pour faire une opération et se retrouver avec tous les logos de tout ce qui compte à Marseille sur des affiches alors que les gens ne sont pas au courant, ça, j'allais dire, c'est de l'escroquerie intellectuelle et ça, il faut la dénoncer à tous les étages. Ce que n'a pas dit Sonia, il y a le CRIF, mais il y a aussi la main du fameux cabinet noir du Shadow, du fameux cabinet noir de la mairie de Marseille avec monsieur Bariki aux manettes, toujours pareil. Bon, on quitte Marseille une nouvelle fois pour parler d'une affaire qui fait couler beaucoup d'encre. L'affaire Tariq Ramadan. Silence dans les rangs musulmans, peut-on lire dans la presse. Oui. La baisse est dite, les musulmans sont appelés une nouvelle fois à la dénoncer. Jusque-là, il lui était demandé d'assumer ses responsabilités lors des différents attentats faits au nom de sa religion. Et bien maintenant, on demande aux musulmans de s'exprimer sur les faits qui ne sont jusqu'alors, pour l'instant, pas jugés. La présomption d'innocence, visiblement, n'existe pas pour certaines personnes, à l'image de Tariq Ramadan. Alors, je vais vous dire quelque chose, Christophe, qui va vous choquer, vous, et peut-être des auditeurs. Je ne suis pas là pour rajouter 1 euro dans la machine, parce que quand les gens de l'extérieur vous somment de faire, vous n'êtes pas obligé de suivre. On nous a fait le coup pour Charlie. On nous a fait le coup à chaque fois qu'il y a un terroriste. Nous, on n'arrive pas, on n'est jamais arrivé à faire les coups pour les autres, parce que quand le Ku Klux Klan, et je l'ai dit 2 fois, je le répète, Christophe, arrête, brûle, tue les Noirs, vous n'entendez dans aucune presse et dans aucun article de la bonne-pensance, le Ku Klux Klan, s'agit de quoi? C'est des chrétiens. Quand vous avez le colon israélien qui attaque une maison, qui brûle une famille et un bébé, ils ne sont pas juifs, ils sont colons. Et dès qu'il s'agit de Tarek, de Mohamed, de Salah, il faut en parler. Machin. Moi, je refuse d'en parler. Je n'ai pas, j'allais dire, je ne suis ni soutien, ni aveuglé par M. Ramadan, mais je veux que M. Ramadan, comme André, comme François, comme tout le monde, soit traité de la même manière sur cette présomption d'innocence, et je ne réponds pas à ceux qui m'obligent à dire des choses. Pourquoi? Parce que vous aviez une affaire Weinstein, dans laquelle il y a 80 femmes. Et Polanski? Non, mais j'y viens. Il y a 80 femmes. Et M. Weinstein, d'une manière ou d'une autre, reconnaît au moins quelques gestes déplacés. Vous avez M. Polanski, qui lui est pédophile, excusez-moi, chers auditrices, chers auditeurs, et qui ne peut même pas prendre l'avion pour aller aux États-Unis pour tourner ou regarder un film. Et tout d'un coup, moi j'ai envie de dire, et je ne voulais pas parler de ce sujet, mais aujourd'hui on a affaire à Tarek Weinstein. Ou à Polanski, Ramadan. Donc je ne rentre pas dans ce jeu en ce qui nous concerne, et je trouve que je n'ai pas à répondre à des sommations. Si demain par contre la justice venait à faire son travail jusqu'au bout, que ce monsieur comme d'autres serait condamné ou relaxé, on en tirera la conséquence et on fera exactement la même chose que nous avions fait tout à l'heure pour l'affaire Mera, parce que si on était uniquement, cher Christophe, excusez-moi Mourad, juste dans le communautarisme, on aurait dit on parle pas de Mera, machin, ça ne concerne pas. On parle des faits qui concernent tout le monde et d'une manière objective, en tout cas on essaye,
et une fois que la justice a dit son mot. Donc, mais vous n'êtes pas gêné parce qu'il s'agit de Tariq Ramadan? Non, mais la question, je vous la pose, moi, clairement. Par contre, Christophe, moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est pas. Alors, moi, je suis pas un perdreau de l'année, que Tariq Ramadan ait pu avoir ou ait eu des relations. Je veux dire, ça me concerne pas, qu'il fume du shit ou qu'il en fume pas, je m'en tape. C'est pas ça qui m'intéresse chez lui quand des choses m'intéressent. Par contre, ce qui m'interpelle, et c'est là où je suis un peu en colère, c'est de voir la manière dont les lobbies journalistiques ont récupéré cette affaire pour la une de Charlie Hebdo était absolument dégueulasse. Je vais y venir, il n'y a pas que ça. Il y a Caroline Fourest qui est interdite d'antenne depuis pratiquement 18 mois, qui comme par hasard ressuscite et occupe tous les plateaux télé. Tariq Ramadan à Doha, la première page de Libération, c'est quand même un événement. Et puis, il y a ce journal poubelle qui est Charlie Hebdo, qui récidive en faisant la une. On n'allait pas l'acheter, mais aller sur Internet pour la voir. Bon, même pas. Je peux vous en passer. Où on voit Tariq Ramadan en érection, et avec alors c'était un dessin de Join, du dessinateur qui s'appelle Join. Donc si vous voulez un peu avoir identifié la personne, vous verrez sur Internet qui il est. Donc Tariq Ramadan en érection et écrit en gros, je suis le 6e pilier de l'islam. Et il ne s'arrête pas là parce qu'il y a un autre dessin à l'intérieur qui est dessiné par Coco, où on voit Tariq Ramadan en train d'uriner sur une dame. Et sous Tariq Ramadan, les fesses en l'air, un Coran et un petit courrier où il y a écrit Allahu Akbar. Donc là, on n'est plus dans la liberté d'expression, on est dans le règlement de compte parce que Tariq Ramadan avait eu des mots très durs mais justes envers Charlie Hebdo, qu'il avait donc il avait dit tout simplement qu'ils avaient récolté ce qu'ils avaient semé, et je crois que là, ils vont encore récolter ce qu'ils sont en train de semer. Très bien. Y a un petit truc dont je voulais vous parler aussi. Apparemment, ça a fait grand bruit au Canada, mais en France, personne n'en parle. C'est les agissements de Pierre Berger. Et apparemment de manière volontaire et sciemment c'est étouffé. Bon, on comprend pourquoi d'ailleurs. Bah, il est propriétaire du monde jusqu'à sa mort. Mais ils disent d'ailleurs, enfin l'auteur de ce livre, dont je me rappelle plus le titre, mais il faudrait qu'on le retrouve, dit que Pierre Berger, Harvey et Polanski étaient les enfants de cœur à côté de Pierre Berger. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Voilà, j'ai pu le voir hier et ça m'avait assez surpris. Apparemment, ce monsieur aimait avoir des esclaves sexuels. Voilà. Bon, ceci étant, que ce soit évidemment, et je comprends votre position à tous les deux. Maintenant, est-ce qu'il faut aussi ne pas dénoncer un certain aveuglement fait au travers de commentaires que l'on peut voir sur les réseaux sociaux? Moi, ça me gêne, Tariq. Je suis désolé. Oui, mais c'est très bien. Ça vous gêne, c'est très bien. Bah oui. Bah, c'est très bien. Ça me gêne d'avoir des commentaires de la sorte, comme de voir des commentaires. Parce que vous lisez pas, cher Christophe, les réseaux sur toutes les affaires. Non, parce que c'est Tariq Ramadan et donc ça gêne beaucoup. Je suis désolé, faut le dire. Lisez les commentaires sur Polanski dans les feuilles des supporters. Bien sûr, les commentaires sont là. Non, mais Tariq, parce que Polanski, quand on le juge en tant qu'individu, on le juge pas en tant que juif. Tariq Ramadan est jugé en tant que musulman. Je vais rajouter un truc. Vous savez, Tariq Ramadan ne représente pas l'islam. Non, mais vous savez ce qu'a dit l'ancien ministre de la Culture, M. Mitterrand, à propos de Polanski? Si on arrête Polanski, on tue la culture. Bon, vous avez chez les musulmans que vous détestez, cher Christophe, non mais c'est les gens dont vous détestez les commentaires. Non, je déteste personne, moi, je dénonce des commentaires. Dans les commentaires, vous avez trouvé quelqu'un qui écrit: si on insulte Tariq Ramadan, on insulte l'islam? Vous le trouvez pas. Donc vous avez des gens qui sont dans des positions qui ne sont pas intellectuelles. Les gens en majorité aujourd'hui, on l'a dit pendant une demi-heure sur le procès Mera, dans l'émotion. Bah allez voir les commentaires sur Facebook. J'ai changé d'avis. Bah non, mais je changerai pas d'avis. À tout de suite pour Libertad. Je changerai pas d'avis. 01 40 33 9000. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 avec Tariq Mami et Mourad Goual. Il est énervé, qu'est-ce qui se passe? Il est énervé, Tariq. 01 40 33 9000. Libertad, messieurs, dames, c'est maintenant. Allez-y. Vous pouvez nous appeler, bien sûr, en direct sur France Maghreb 2. Allô, bonsoir. France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, monsieur Mami. Bonsoir, Mourad. Bonsoir. C'est Ali de Palaiso. Oui, Ali, qu'est-ce qui se passe, Ali? On parle pas de l'OM, Ali. Non, on parle pas de l'OM. Tu vas voir. Barakallahu fik. Non, on parle pas de l'OM. Je voulais juste avoir une pensée à quelqu'un que j'ai connu pour le connaître. Et en son 1er novembre, une très grande pensée à Sami Boumendjel. Allah rahmou. Allah yarhamou barahmatillah, et à tous les martyrs de l'Algérie en son 1er novembre. Voilà, c'était pour ça. Merci pour ta pensée. Si je peux m'y associer, si vous permettez, Brahim Hatsmaïl, qui d'ailleurs faisait à cette occasion des émissions tous les 1er novembre et tous les dates importantes pour l'Algérie. La radio ne tournerait pas. Merci beaucoup. Merci à vous, Ali. 01 40 33 9000. Ali a réussi à remettre tout le monde d'accord là d'un coup. Hein? C'est ça la magie de la radio. Mais on est d'accord, le problème c'est qu'on n'utilise pas les mêmes mots pour en parler. Allô, bonsoir, France Maghreb 2, bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir, cher monsieur, quel est votre prénom? Oui, c'est Mourad de Paris. Mourad, bienvenue, on vous écoute.
Oui, alors je vous appelle au fait concernant l'affaire Weinstein. Oui. Et je voulais juste signaler quand même que l'actrice au fait qui a porté plainte contre Weinstein tourne, je crois, un film en ce moment, enfin, ou a tourné un film récemment avec l'autre acteur qui est accusé de pédophilie. Polanski ? Oui, Polanski, oui, tout à fait. À qui on a rendu hommage d'ailleurs à la Cinémathèque de Paris. Hein. Voilà. Hallucinant. Donc il y a une chose que je ne comprends pas à ce niveau-là, vous voyez, c'est que d'un côté elle porte plainte contre Weinstein, mais d'un autre côté ça ne l'empêche pas de tourner un film avec Polanski. À vérifier en tout cas si c'est vrai que ça pose question. Voilà. La toute dernière chose très rapidement. Allez-y, je vous en prie. Concernant aussi la dame qui a porté plainte contre Tarek Ramadan. Oui. Ce que j'ai trouvé aussi un petit peu incroyable, c'est que derrière ça, on a un livre. Elle vend un livre. Ah, qui sort. Oui. Voilà. Donc il y a des choses qui sont un peu, enfin que je trouve un peu bizarres, quoi. Merci de votre, Merci, Mourad. de votre liberté, de tombe de nous l'avoir dit en tout cas sur France Maghreb de 01 40 33 9000. C'est vrai que ça pose question tout ça. Hein, heureusement que nos éditeurs sont vigilants pour tout ça. 01 40 33 9000. Le jack, comment on appelle ça, le jackbox. Je mettrai pas €1 de plus. Jukebox. France Maghreb 2, bonsoir. France Maghreb 2, bonsoir. Une fois. Oui, bonsoir, c'est Adil. Oui, bonsoir Adil, vous nous appelez d'où? De Paris. Qu'est-ce qui se passe Adil? Qu'est-ce qui se passe? Bah, juste, je voulais dire, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères algérien, il a dit que l'Algérie a réattiré son attachement et l'intégrité du Royaume d'Espagne. Et je voulais savoir pourquoi il soutient l'autodétermination du Polisario et pour l'Espagne, il est contre. C'était juste pour ça. Merci. 01 40 33 9000. C'est de la politique, mon ami, tout simplement. Non, mais comme dit l'autre, la réponse est dans la question. Bah oui, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que l'Algérie s'est exprimée sur voilà. France Maghreb 2, bonsoir. Salut, c'est Youssef de Paris. Salut Youssef. Bonsoir Youssef. Mourad, t'as digéré le deuxième but de Cavani ou pas? Ouais. Ah bah ça c'est pas dans les partades, c'était dans le débat dans les partades. Objectivement, tu sais quoi, Youssef, Cavani pour moi depuis 4 saisons c'est le meilleur parisien. Ah là tu commences à être un parce qu'il est au kickboxing maintenant je crois. Non mais il est bon Cavani. Tu sais, je comprends pas qu'ils aient acheté Neymar. Cavani à lui seul portait l'équipe. Non mais je te parle des bras. Il est au kickboxing maintenant. T'as vu il est souple hein. 33 piges le mec. 36. Moi j'aurais fait ça, j'aurais lâché un adducteur. Faut plus le remettre dans l'équipe là. Non mais il saute. Je pense qu'à la trêve il s'en va. Merci Youssef. Merci Youssef. À ma vie, il est meilleur que lui. Hein. On parle d'un transfert vers le PSG. Hein. Merci beaucoup Youssef, jamais de la vie, ça va pas. C'est comme porteur de ballon. Oui, et encore. C'est terminé messieurs pour Libertad et pour cette émission en l'occurrence, très belle émission, très enrichissante bien sûr que vous pouvez réécouter. D'ailleurs, je vous le rappelle. La meilleure de la semaine, on le confirme. Ça suffit Morad. Tout à l'heure à minuit dans le cadre de la rediffusion sur YouTube, la chaîne YouTube France Maghreb 2 également, et puis sur l'application aussi France Maghreb 2. Voilà. Et sur le site, le podcast, le site francemaghreb2.fr. Voilà, il y a tout. Et puis je vous renvoie sincèrement et en toute humilité à aller voir les pièces, les 4 documents qui sont sur le Facebook aujourd'hui, que sont la proclamation de Napoléon, la déclaration donc de Balfour et 2 vidéos qui expliquent c'est quoi Balfour en 5 minutes. Et pour tous les amis qui aiment me chambrer sur l'OM, ils pourront me retrouver sur Facebook, moi aussi, avec ma page Mourad Goual. Hein. Ah, il fait sa pub maintenant, monsieur. Bravo. Merci beaucoup. Bon week-end, les gars. Et bien entendu, bon week-end à tous, donc, et rendez-vous lundi sur France Maghreb 2. L'heure de retrouver Marine Garel pour le Flash, il est 18h. Bonsoir à tous. Le parquet général de Paris a fait appel du verdict du procès Merah. Selon la mère du premier soldat tué par Mohamed Merah, les magistrats n'avaient pas été jusqu'au bout hier. Abdelkader Merah a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs terroristes, mais la cour l'a acquitté du chef de complicité des assassinats commis par son frère Mohamed en 2012. Le parquet de Besançon a annoncé que l'autopsie du corps d'Alexia Daval s'était révélée concluante et avait permis de connaître les raisons de la mort de la joggeuse, retrouvée calcinée lundi. Par ailleurs, il y aura bien une marche silencieuse en hommage à Alexia Daval. Ce sera dimanche à 11h à Gré en Haute-Saône. Des courses sont également organisées un peu partout en France pour lui rendre hommage.
Le sénateur du Tarn-et-Garonne, Yvon Collin, est condamné à 1 an de prison ferme dans une affaire de trafic d'influence. Soupçonné d'avoir accepté une somme de 48 000 € en échange d'une promesse d'emploi, le sénateur du Tarn-et-Garonne écope de 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis, et d'une amende de 50 000 € et d'une interdiction d'exercer une fonction publique pendant 3 ans. Dans la foulée de l'annonce de sa condamnation, le sénateur a annoncé qu'il fera appel de cette décision. Un Syrien âgé de 27 ans a été interpellé hier matin à l'aéroport d'Orly après avoir forcé un point de contrôle. Il avait réussi à pénétrer sur le tarmac avant de tenter de s'approcher d'un avion de Tunisair. Il n'était pas armé. L'UEFA a annoncé qu'elle rendrait sa décision disciplinaire le 10 novembre concernant le défenseur de l'OM Patrice Evra, exclu pour un violent coup de pied contre un supporter marseillais hier au Portugal. Tennis, Rafael Nadal veut se préserver pour le Masters de Londres. L'Espagnol a annoncé qu'il déclarait forfait pour son quart de finale cet après-midi au tournoi de tennis de Paris. Touché au genou droit, le futur numéro 1 mondial veut garder ses chances pour participer au tournoi britannique. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.